16 décembre 1944, 3h47 du matin, forêt belge près de la crête d'Elsenborn. Le sergent-chef Robert Mariam entend des voix appelant à travers l'obscurité précédant l'aube. Des accents américains parfaits implorant de l'aide depuis un char Sherman désactivé. Un garçon de ferme de l'Indiana, un mécanicien de Brooklyn, un officier gentleman de Virginie. Chaque détail impeccable. Des treillis tachés de boue, des plaques d'identité authentiques, des armes réglementaires, même des cigarettes Lucky Strike provenant d'un véritable PX. Pendant 30 minutes, cela fonctionne parfaitement. Du café partagé, des plaintes sur le froid, des plaisanteries sur le retour à la maison pour Noël, tout est normal jusqu'à ce que le lieutenant de Virginie mentionne rejoindre la 23e division blindée. Mariam se fige. Il a mémorisé chaque unité américaine dans les Ardennes. Il n'existe pas de 23e division blindée. En quelques heures, les rapports inondent les lignes alliées. Des soldats américains qui ne connaissent pas le deuxième prénom de Roosevelt. Des policiers militaires avec une autorité qui n'existe pas. Des GA qui ne peuvent pas distinguer un lanceur des Tigers de Détroit d'un receveur des Dodgers de Brooklyn. Hitler n'a pas seulement lancé une offensive terrestre. Il a envoyé une armée de soldats américains parfaits en territoire allié. Parfaits en tout point, sauf sur la seule chose qui ne pouvait être simulée à partir d'aucun manuel ou film hollywoodien. Mais une simple question sur le baseball allait exposer la tromperie la plus audacieuse d'Hitler et changer le contre-espionnage pour toujours. La boue gelée des Ardennes craquait sous les bottes du sergent-chef Robert Mariam alors qu'il menait sa patrouille de 4 hommes à travers l'obscurité précédant l'aube du 16 décembre 1944. 28 mois de combat européen lui avaient appris à faire confiance à son instinct, et quelque chose dans cette matinée semblait différent. Les sons habituels d'un secteur calme, les grondements d'artillerie lointains, le coup de feu occasionnel d'un tireur isolé, le murmure bas des soldats tenant les positions défensives, avait été remplacé par un silence troublant qui semblait presser contre ses tympans. À 3h47 du matin, des voix brisèrent le calme, des voix américaines appelant à l'aide depuis quelque part devant dans l'obscurité. Mariam leva son poing, arrêtant sa patrouille alors qu'il tendait l'oreille pour écouter. Les accents étaient indubitablement authentiques. Les voyelles plates d'un garçon de ferme de l'Indiana, demandant un câble de remorquage. La malédiction nasale d'un mécanicien de Brooklyn à propos de cette fichue boue. Et le traînement raffiné d'un officier gentleman de Virginie demandant des coordonnées cartographiques pour rejoindre leur unité dispersée. On dirait que nos gars se sont mis dans le pétrin, chuchota le soldat Henderson, le plus jeune membre de l'escouade de Mariam. Mariam hocha la tête mais garda sa mitraillette Thompson prête alors qu'ils approchaient de la source des voix. Ce qui émergea du brouillard au sol ressemblait à tous les équipages blindés américains qu'il avait rencontrés pendant 2 ans de combat à travers la France et la Belgique. 3 hommes en treillis olive terne tachés de boue se tenaient à côté d'un char Sherman qui avait perdu sa chenille droite. Leurs visages portaient l'affaissement particulièrement épuisé de soldats qui avaient marché trop longtemps par mauvais temps, barbus et aux yeux creux mais alertes. Le lieutenant de fer, un homme mince aux tempes prématurément grises, s'avança avec la main levée en signe de salutation. « Dieu merci, vous nous avez trouvés, sergent. Lieutenant William Hayes, 9e blindé. Nous essayons de retourner à notre unité depuis hier matin. » Chaque détail passa l'inspection expérimentée de Mariam. Les barrettes de l'officier étaient correctement ternies, pas le laiton brillant qui marquerait une recrue. Son insigne d'infanterie de combat montrait la quantité correcte d'usure pour quelqu'un qui avait vu des mois d'action. Même ses cigarettes, des Lucky Strike dans un paquet froissé dépassant de sa poche de poitrine, portaient les marquages authentiques des rations du PX, plutôt que la finition lisse des achats du pays. « Qu'est-il arrivé à votre char » demanda Mariam, s'approchant du Sherman désactivé avec un intérêt professionnel. Le mécanicien de Brooklyn, un caporal trapu nommé Murphy, selon sa bande nominative, cracha dans la boue et fit un geste vers la chenille jetée. « Cette fichue chose nous a donné des problèmes depuis que nous nous sommes retirés de la ligne près de Saint-Vite. La goupille a finalement cisaillé vers minuit, nous laissant comme des canards assis si Jerry vient nous appeler. » Le soldat de l'Indiana, à peine assez âgé pour se raser, ajouta sa voix avec l'enthousiasme sincère d'un garçon de ferme essayant d'être utile. « Nous avons été séparés du reste de notre colonne pendant ce barrage d'artillerie hier soir. Nous essayons de naviguer par estime, mais ce brouillard nous a tous désorientés. »
Pendant 30 minutes, la rencontre se déroula avec la familiarité facile de soldats américains aidant des soldats américains. L'escouade de Mariam partagea du café chaud de leur bouteille thermos pendant que l'équipage du char expliquait leur situation. Ils se plaignirent du froid avec l'intensité rituelle qui liait les unités d'infanterie ensemble. Hayes montra une préoccupation sincère pour le bien-être de ses hommes. Murphy démontra la compétence technique attendue d'un mécanicien de char vétéran, et le jeune soldat de l'Indiana afficha le genre d'enthousiasme nostalgique qui rappelait à tous pourquoi il se battait. La conversation coula naturellement à travers des sujets qui occupaient les pensées de chaque soldat américain pendant l'hiver de 1944. Le lieutenant mentionna les lettres de sa femme de Richmond, décrivant les problèmes de rationnement et les difficultés du jardin de la Victoire. Murphy parla du travail de son frère au chantier naval de Brooklyn et de comment la famille économisait de l'argent pour une maison dans le Queens après la guerre. Le garçon de l'Indiana, dont le nom était Williams, parla avec nostalgie de la saison des semailles de printemps et de savoir si son père pouvait gérer le travail de la ferme seul. Hayes sortit un étui à cartes pliées et demanda des directions pour Malmedy, où il croyait que son unité parente avait établi un poste de commandement. Mariam étudia la carte, notant les coordonnées de grilles militaires appropriées et les marquages standards du corps des ingénieurs de l'armée. Tout semblait authentique, jusqu'aux taches de café et aux annotations au crayon qui s'accumulaient sur les cartes pendant les opérations actives. « Votre meilleur pari est de suivre cette route vers le nord sur environ 8 miles, expliqua Mariam, traçant l'itinéraire avec son doigt. Devrez croiser la route d'approvisionnement principale à environ 2 clics à l'est de Malmedy proprement dit. La fréquence radio pour le contrôle du trafic de la première armée est 47,2 MHz si vous pouvez joindre quelqu'un. L'équipage du char exprima une gratitude appropriée pour l'information et l'assistance. Ils partagèrent des histoires sur des connaissances mutuelles et d'autres unités, se plaignirent de la qualité des rations K et spéculèrent sur la possibilité que la guerre se termine avant Noël, comme certains rapports optimistes le suggéraient. Williams mentionna une lettre de sa sœur, décrivant les préparatifs pour les célébrations des fêtes chez eux à Fort Wayne, avec des détails sur le rationnement du sucre, affectant la production de biscuits et les pénuries de caoutchouc limitant les décorations de fêtes. Alors que l'escouade de Mariam se préparait à continuer sa patrouille, Hayes mentionna avec désinvolture qu'ils espéraient rejoindre la 23e division blindée une fois qu'ils atteindraient Malmedy. Les mots frappèrent Mariam comme un coup physique. Il avait passé les 3 semaines précédentes à mémoriser les désignations d'unités et les limites opérationnelles pour chaque formation américaine dans le secteur des Ardennes. Les briefings du renseignement de la première armée l'avaient entraîné à identifier les unités amies pour prévenir les incidents fratricides pendant les opérations de combat fluide. Il connaissait les emplacements, les commandants et les fréquences radio pour la 2e division blindée, la 3e division blindée, la 4e division blindée et la 9e division blindée. Il n'y avait pas de 23e division blindée dans l'armée des États-Unis. L'esprit de Mariam passa en revue les possibilités. Peut-être que le lieutenant s'était mal exprimé sous le stress. Peut-être qu'il voulait dire le 23e régiment d'infanterie ou une autre unité avec une désignation similaire. Mais Hayes avait été précis et confiant, parlant avec la familiarité facile d'un officier discutant de sa propre organisation. 23e blindé, répéta Mariam avec précaution, observant le visage de Hayes pour tout signe de reconnaissance qu'il avait fait une erreur. C'est exact, sergent. Nous sommes avec eux depuis les manœuvres de Louisiane en 42. Sacrée unité. La confirmation élimina toute possibilité d'une simple erreur. Aucun officier blindé américain ne confondrait la désignation de sa division, particulièrement pas en discutant avec des camarades soldats. Le détail était trop fondamental, trop profondément ancré dans l'identité militaire pour être oublié ou mal énoncé. Mariam hocha la tête et sourit, ne donnant aucune indication que quelque chose n'allait pas. « Eh bien, bonne chance pour trouver votre unité, lieutenant. Restez en sécurité là-bas. » Mais alors que l'équipage du char rassemblait son équipement et se préparait à partir, Mariam atteignait déjà son combiné radio. La fréquence crépita alors qu'ils contactaient le prochain point de contrôle le long de leur itinéraire prévu. Baker 72, ici Charlie 41. 3 personnes en uniformes américains se dirigeant dans votre direction dans environ 20 minutes. Interrogez-les sur la désignation de l'unité et vérifiez avec le quartier général avant d'autoriser le passage. La réponse vint immédiatement.
Reçu, Charlie 41. Des préoccupations spécifiques ? Mariam regarda les 3 silhouettes disparaître dans le brouillard matinal, leur voix s'estompant, alors qu'ils discutaient de la meilleure approche pour réparer leur char désactivé. Ils ressemblaient à des soldats américains. Ils sonnaient comme des soldats américains. Ils possédaient un équipement authentique, une documentation appropriée et des histoires personnelles convaincantes. Mais ils servaient dans une unité qui n'existait que dans les dossiers du renseignement allemand. Aucune préoccupation spécifique, répondit Mariam par radio. Vérifiez simplement tout avant de les laisser passer. En 6 heures, des rapports similaires inonderaient les réseaux de communication américains à travers tout le front des Ardennes. Des policiers militaires revendiquant une autorité qu'ils ne possédaient pas, des GI au point de contrôle qui ne pouvaient pas identifier des faits de base sur le gouvernement américain et l'organisation militaire. Des équipages de chars qui portaient un équipement parfait mais manquaient de la connaissance inconsciente qui venait du fait de grandir américain. La prise de conscience frapperait le renseignement allié comme un barrage d'artillerie. Hitler n'avait pas simplement lancé une offensive terrestre à travers les forêts des Ardennes. Il avait envoyé une armée de soldats américains parfaits, profondément en territoire allié, armés de documents falsifiés, d'équipements capturés et de mois de formation culturelle intensive. Mais leur perfection contenait un défaut fatal qu'aucune préparation ne pouvait surmonter. Le sergent technique Joseph Morrison frappa du pied contre le froid mordant alors qu'il tenait son point de contrôle sur la route de la crête d'Elsenborn à 6h30 du matin le 17 décembre. Le policier militaire de la 99e division d'infanterie avait traité des dizaines de véhicules depuis l'aube, chacun nécessitant la même vérification de routine, identification de l'unité, destination et documents d'autorisation appropriés. Après 18 mois de service de combat, la procédure était devenue mécanique, mais les rapports filtrant à travers le trafic radio suggéraient qu'une vigilance accrue était nécessaire. 3 silhouettes approchèrent à travers la brume matinale, leur souffle visible en bouffées blanches alors qu'ils marchaient avec l'allure mesurée de la police militaire menant des affaires officielles. Morrison reconnut immédiatement le maintien, la démarche confiante des policiers militaires qui attendaient la coopération plutôt que la résistance. Leurs uniformes affichaient les insignes appropriés des unités de police militaire, avec des casques blancs, des ceintures Sam Brown en cuir et des pistolets réglementaires de calibre 45 dans des étuis impeccables. L'homme principal, un sergent-chef selon ses chevrons, s'avança avec un presse-papier coincé sous le bras. « Bonjour, sergent. Sergent-chef Williams, 2e police militaire. Nous menons des balayages de sécurité pour les infiltrés. Besoin de passer à travers votre secteur immédiatement ?» Morrison étudia les 3 hommes avec un intérêt professionnel. Leur équipement semblait impeccable jusqu'aux plus petits détails. Williams portait un presse-papier réglementaire avec des formulaires militaires authentiques. Son arme montrait la quantité appropriée d'usure de terrain, et même ses pochettes de munitions affichaient l'espacement correct qui venait de mois d'expérience de combat. Les 2 autres policiers militaires, un caporal et un soldat, maintenaient un maintien militaire approprié tout en balayant le périmètre du point de contrôle avec l'attention alerte attendue du personnel de sécurité. « Je n'ai reçu aucune notification concernant des balayages de police militaire dans cette zone, » répondit Morrison, vérifiant son registre pour des instructions spéciales. Williams hocha la tête avec la compréhension patiente de quelqu'un habitué aux problèmes de communication entre différentes unités. Les ordres sont venus du quartier général de la première armée il y a environ 3 heures. N'ont probablement pas encore atteint tous les points de contrôle. Vous savez comment c'est avec le trafic radio pendant les opérations actives. L'explication semblait raisonnable. Morrison avait été témoin de nombreux cas de communication retardée ou brouillée pendant les opérations de combat, particulièrement lorsque plusieurs unités opéraient à proximité. Le quartier général de la première armée envoyait régulièrement des équipes de sécurité sans notifier chaque élément subordonné, surtout pendant les situations tactiques fluides. « D'où venez-vous à l'origine, les gars ?» demanda Morrison avec désinvolture, commençant sa procédure de vérification standard. « De Détroit, » répondit Williams immédiatement, né et élevé du côté Est. Morrison ressentit une étincelle de reconnaissance. Sa propre ville natale était Dearborn, juste à l'extérieur des limites de la ville de Détroit. Il avait passé d'innombrables heures dans les quartiers de Détroit, assisté à des matchs de baseball au stade Briggs, et travaillé des emplois d'été dans les usines automobiles avant la guerre.
L'opportunité de se connecter avec un compatriote du Michigan était trop belle pour être manquée. Sans blague, je viens de dire borne moi-même. Vous suivez les Tigers ? Bien sûr, répondit Williams sans hésitation. Grande équipe, je suis fan depuis que je suis gamin. Morrison hocha la tête avec une satisfaction apparente, mais son esprit traitait l'information avec la précision analytique qu'il avait maintenue en vie pendant 18 mois de combat. Chaque natif de Détroit possédait une connaissance profondément ancrée sur l'équipe de baseball de la ville. Une connaissance qui allait bien au-delà du simple fanatisme. Les Tigers représentaient plus que du divertissement. Ils incarnaient la fierté civique, la loyauté de quartier et les expériences culturelles partagées qui connectaient la population ouvrière de Détroit. Tout véritable fan des Tigers aurait répondu avec des détails spécifiques. La performance récente de l'équipe, les joueurs favoris, les matchs mémorables ou les plaintes sur les décisions de la direction. Les natifs de Détroit discutaient de baseball avec l'intensité passionnée de gens qui avaient grandi en débattant des moyennes au bâton dans les salles de pause des usines et les bars de quartier. La réponse de Williams était correcte, mais générique, manquant de la spécificité émotionnelle qui caractérisait le fanatisme authentique. Morrison maintint son comportement amical pendant que ses soupçons se cristallisaient. « Eh bien, vous feriez mieux de vous mettre en route si vous avez des balayages de sécurité à compléter. Les routes vont devenir plus occupées une fois que les convois d'approvisionnement commenceront à rouler. » Williams remercia Morrison pour sa coopération et les 3 policiers militaires continuèrent sur la route avec la démarche confiante d'hommes menant des affaires militaires légitimes. Morrison regarda jusqu'à ce qu'ils disparaissent au tournant, puis atteignit immédiatement son combiné radio. Tango 61, ici Roméo 47, 3 policiers militaires se dirigeant vers le sud-est sur la route de la Crête prétendant mener des balayages de sécurité, détenir et interroger sur la connaissance du baseball avant d'autoriser le passage. La radio crépita avec de la statique avant qu'une voix ne réponde. Reçu Roméo 47, préoccupation spécifique. Morrison fit une pause, considérant comment expliquer son intuition sans paraître paranoïaque. La preuve était subtile, un seul échange conversationnel qui semblait faux à quelqu'un qui avait grandi dans la culture du baseball de Détroit. Mais cette fausseté subtile pourrait représenter la différence entre la sécurité et l'infiltration. Demandez-leur qui a remporté le fanion de la Ligue américaine cette année. La vraie réponse est les Browns de Saint-Louis. Quiconque prétend être un fan des Tigers de Détroit devrait le savoir. En 15 minutes, Morrison reçut la confirmation que son soupçon était correct. Les 3 policiers militaires avaient été détenus au prochain point de contrôle après avoir échoué à répondre à des questions de base sur le baseball américain. Sous interrogatoire, ils admirent être des commandos allemands formés en anglais et équipés d'uniformes et d'équipements américains capturés. La nouvelle du succès de Morrison se répandit à travers les réseaux de communication américains avec une rapidité remarquable. Les officiers d'état-major qui avaient été sceptiques quant au rapport d'infiltration comprirent soudainement que la menace était à la fois réelle et sophistiquée. Si les agents allemands pouvaient maîtriser les uniformes américains, l'équipement et les procédures militaires, les mesures de sécurité traditionnelles seraient inadéquates pour la détection. Le concept sur lequel Morrison était tombé représentait une perspicacité fondamentale dans la nature de l'identité culturelle. Les services de renseignement allemands s'étaient concentrés sur les éléments observables de la culture militaire américaine. Uniformes, équipements, procédures et connaissances organisationnelles formelles. Ils avaient formé leurs agents à reproduire les comportements de surface qui pouvaient être appris par l'étude et la pratique. Mais l'identité culturelle opérait à des niveaux plus profonds, qui ne pouvaient pas être acquis par la mémorisation. Les Américains possédaient une connaissance inconsciente, dérivée d'expériences partagées. Connaissances sur les équipes sportives, les coutumes régionales, les personnalités du divertissement et les traditions locales qui émergeaient naturellement du fait de grandir au sein de la société américaine. Cette connaissance n'était pas documentée dans les manuels de renseignement ou les guides militaires, parce qu'elle était supposée être universelle parmi les Américains nés au pays. La perspicacité de Morrison sur le fanatisme du baseball révéla l'existence de marqueurs culturels que les agents allemands ne pouvaient pas simuler de manière convaincante. Un véritable fan des Tigers de Détroit aurait répondu avec des détails spécifiques, des opinions personnelles ou des réactions émotionnelles qui reflétaient des années de suivi de l'équipe. Williams avait fourni une réponse factuellement correcte, mais culturellement creuse, qui satisfaisait les exigences de surface tout en échouant aux tests d'authenticité plus profonds.
Les implications s'étendaient bien au-delà d'une seule rencontre à un point de contrôle. Si la connaissance culturelle pouvait exposer les infiltrés plus efficacement que la vérification de documents ou l'inspection d'équipements, les procédures de sécurité américaines nécessitaient une révision immédiate. Les méthodes traditionnelles de contre-espionnage se concentraient sur la détection de papiers falsifiés, d'équipements volés ou de comportements suspects. Le filtrage culturel offrait une nouvelle catégorie de vérification basée sur la connaissance partagée que les agents étrangers ne pouvaient pas acquérir par la formation. Morrison contacta son commandant de compagnie pour signaler l'incident et recommander la mise en œuvre immédiate de questionnements culturels à tous les points de contrôle. La suggestion rencontra une résistance initiale de la part d'officiers qui considéraient les anecdotes de baseball inappropriées pour les procédures de sécurité militaire. Mais le succès démontrable de la technique de Morrison, combiné avec des preuves croissantes d'infiltration allemande à travers les lignes alliées, surmonta le scepticisme bureaucratique. À 14 h le 17 décembre, les unités de police militaire à travers les Ardennes mettaient en œuvre des variations du filtrage culturel. Les questions évoluèrent rapidement, basées sur l'expérience pratique et les résultats sur le terrain, mais le principe fondamental resta constant. Les Américains authentiques possédaient une connaissance culturelle inconsciente qui ne pouvait pas être reproduite par l'étude ou la préparation. La technique qui avait commencé avec une conversation désinvolte sur le baseball de Détroit se transformait en l'outil de contre-espionnage le plus efficace de la guerre. Le général de division Courtney Hicks Hodge reçut les rapports de renseignement consolidés à son quartier général de la première armée à Spa à 14 h le 18 décembre. Le commandant méthodique qui s'était élevé depuis les rangs enrôlés étala les documents sur son bureau de campagne, étudiant chaque incident avec l'attention systématique aux détails qui lui avait valu le respect à travers le théâtre européen. 31 infiltrés allemands confirmés, capturés en 48 heures. Tous exposés par des techniques de questionnement culturel qui avaient évolué à partir de l'enquête sur le baseball du sergent technique Morrison. La précision mathématique des résultats impressionna Hodge plus que les succès individuels. Les unités de police militaire à travers son secteur de commandement rapportaient des taux d'identification qui approchaient la perfection statistique. 94% des questions de filtrage culturel distinguaient avec succès entre les Américains authentiques et les agents allemands, avec seulement 2 faux positifs parmi des centaines d'interrogatoires. Les faux positifs avaient impliqué des soldats américains qui avaient vécu à l'étranger pendant des périodes prolongées et ne pouvaient sincèrement pas se rappeler les statistiques sportives récentes. Mais même ces cas furent résolus grâce à des interrogatoires secondaires portant sur les expériences d'enfance et les connaissances régionales. Hodges émit des ordres explicites qui systématisèrent le processus de filtrage culturel en une doctrine formelle de contre-espionnage. Chaque soldat demandant le passage au point de contrôle allié devrait faire face à 3 catégories standardisées de vérification culturelle avant de recevoir l'autorisation. Le filtrage primaire se concentrait sur les connaissances sportives, particulièrement les statistiques de baseball et de football, qui occupaient des positions centrales dans la culture populaire américaine. Les filtrages secondaires testaient les connaissances géographiques concernant les régions d'origine, exigeant des détails spécifiques sur les coutumes locales, les points de repère et les pratiques culturelles que les résidents connaîtraient intuitivement. Les filtrages tertiaires impliquaient des questions de référence culturelle sur les personnalités du divertissement, les chansons populaires et les slogans publicitaires qui imprégnaient la conscience américaine à travers les émissions de radio et les publications de magazines. L'approche systématique révéla la préparation sophistiquée que les agents allemands avaient reçue pour leur mission d'infiltration. Les documents capturés et les transcriptions d'interrogatoires montrèrent que les services de renseignement de la Wehrmacht avaient compilé des dossiers exhaustifs sur l'organisation militaire américaine, les spécifications d'équipement et les procédures tactiques. Les commandos allemands pouvaient réciter les manuels de campagne de l'armée, identifier les numéros de série des armes et exécuter les protocoles militaires avec une précision de manuel. Mais le renseignement allemand avait fondamentalement mal compris la nature de l'identité culturelle américaine. Les théories raciales nazies mettaient l'accent sur les facteurs biologiques et géographiques, tout en minimisant l'importance des expériences partagées et des connaissances inconscientes.
Les agents allemands avaient mémorisé des faits sur la société américaine sans absorber le contexte émotionnel et expérientiel qui rendait ces faits significatifs pour les Américains de naissance. L'efficacité du filtrage culturel devint apparente grâce à des techniques d'interrogatoire spécifiques qui évoluèrent rapidement par le biais de tests sur le terrain. Les questions sportives révélaient les connaissances culturelles les plus profondes parce que les hommes américains discutaient d'athlétisme avec une intensité passionnée qui ne pouvait être reproduite par une étude académique. Un véritable fan de baseball se lancerait immédiatement dans des commentaires détaillés sur les matchs récents, les statistiques des joueurs et les décisions de gestion des équipes. Les agents allemands fournissaient des réponses factuellement correctes, mais émotionnellement plates qui satisfaisaient les exigences de surface, tout en manquant d'enthousiasme authentique. Les questions géographiques exposaient différentes catégories de connaissances culturelles. Les Américains démontraient une familiarité intime avec leur région d'origine, revendiquée à travers des références aux commerces locaux, aux caractéristiques des quartiers, et à la terminologie régionale qui n'apparaissait dans aucun manuel de renseignement. Lorsqu'on les interrogeait sur leur ville natale, les Américains authentiques mentionnaient des lycées spécifiques, des restaurants locaux ou des points de repère de l'enfance avec une familiarité désinvolte. Les agents allemands fournissaient des descriptions de manuels qui ressemblaient à des entrées de guides touristiques plutôt qu'à des souvenirs personnels. Les questions de référence culturelle testaient l'absorption inconsciente de la culture populaire qui se produisait par l'exposition quotidienne aux médias américains. Les Américains authentiques connaissaient les jingles publicitaires, les phrases d'accroche des programmes radio et les personnalités du divertissement non par une étude délibérée, mais par une exposition constante en arrière-plan. Les agents allemands qui avaient mémorisé des informations culturelles formelles ne pouvaient pas reproduire la connaissance automatique et désinvolte qui caractérisait une véritable immersion culturelle. L'impact psychologique sur les commandos allemands devint évident à travers les rapports d'interrogatoire qui documentaient leur état mental lors de la capture. L'Unterscharführer Wilhelm Schmidt, l'infiltrateur le plus réussi avant sa détention près de Spa, décrivit l'effet paralysant des interrogatoires culturels aux officiers de renseignement alliés. Schmidt avait passé 8 mois en formation intensive, maîtrisant les procédures militaires américaines et pratiquant les accents régionaux jusqu'à ce que son anglais soit indiscernable de celui des locuteurs natifs. Mais lorsqu'il fut confronté à des questions sur les expériences d'enfance dans sa ville natale revendiquée de Milwaukee, Schmidt se trouva incapable de fournir les connaissances personnelles détaillées que les Américains tenaient pour acquises. Il pouvait décrire la géographie de Milwaukee, ses industries principales et sa composition démographique avec une précision académique. Mais il ne pouvait pas se rappeler les noms des personnalités radiophoniques locales, des épiceries de quartier ou des rivalités sportives de lycée qui façonnaient les expériences quotidiennes des personnes qui avaient réellement grandi dans la ville. La pression mentale de maintenir une fausse identité sous l'examen culturel s'avéra plus dévastatrice que les techniques d'interrogatoire physique. Les agents allemands qui avaient été formés pour résister à la torture se trouvèrent psychologiquement vaincus par des questions sur les moyennes au bâton au baseball et les recommandations de restaurants locaux. Les lacunes de connaissances n'étaient pas des questions d'informations oubliées, mais des absences fondamentales dans leur éducation culturelle qui ne pouvaient être dissimulées par des réponses habiles. La police militaire américaine découvrit que les questions culturelles les plus efficaces impliquaient des associations émotionnelles plutôt que le rappel factuel. Lorsqu'on les interrogeait sur les souvenirs de leur ville natale, les Américains authentiques affichaient des réponses émotionnelles spontanées, de l'affection pour les lieux de l'enfance, des plaintes sur les conditions météorologiques locales ou de la fierté pour les réalisations régionales. Les agents allemands peinaient à reproduire ces connexions émotionnelles parce qu'ils n'avaient jamais vécu les événements formateurs qui créaient une identité culturelle authentique. Le taux de réussite du filtrage culturel dépassa toutes les attentes établies par les méthodes traditionnelles de contre-espionnage. La vérification des documents pouvait être vaincue par une contrefaçon habile. L'inspection de l'équipement pouvait être contournée grâce à du matériel capturé. Et l'observation comportementale pouvait être surmontée par une formation intensive. Mais la connaissance culturelle nécessitait une immersion de toute une vie qu'aucun programme de formation ne pouvait reproduire dans des contraintes de temps raisonnables. Les analystes du renseignement reconnurent qu'ils avaient découvert une nouvelle catégorie de vérification de sécurité qui pouvait être appliquée au-delà des applications militaires immédiates.
Le principe d'authentification culturelle offrait des solutions potentielles pour la sécurité diplomatique, la vérification des mouvements de résistance et les défis de l'occupation d'après-guerre. Toute situation nécessitant une distinction entre les membres authentiques d'un groupe et les infiltrateurs pouvait bénéficier de tests systématiques de connaissances culturelles. La réponse allemande au filtrage culturel devint apparente à travers les interceptions radio et les interrogatoires de prisonniers qui révélèrent des tentatives frénétiques de s'adapter aux contre-mesures américaines. Les services de renseignement de la Wehrmacht essayaient désespérément de compiler des informations culturelles plus complètes, mais la tâche s'avéra mathématiquement impossible. La culture populaire américaine générait de nouvelles références quotidiennement à travers les émissions de radio, les publications de magazines et les variations régionales qui ne pouvaient être cataloguées de manière exhaustive. Le 20 décembre, la technique de filtrage culturel avait effectivement neutralisé l'opération Greif en tant que menace d'infiltration. Les commandos allemands qui tentaient de pénétrer les lignes alliées se trouvèrent piégés entre les positions américaines et leurs propres forces. Incapables d'avancer à travers les points de contrôle culturels, mais tout aussi incapables de battre en retraite à travers le territoire allemand, où leurs uniformes américains faisaient d'eux des cibles pour leur propre camp. Le succès systématique du filtrage culturel créa une nouvelle confiance dans les capacités de contre-espionnage américaines, qui s'avéreraient à la fois bénéfiques et dangereuses. Les commandants alliés commencèrent à croire qu'ils avaient résolu le problème fondamental de l'infiltration ennemie grâce à une compréhension supérieure de la vérification de l'identité culturelle. Le colonel Oscar W. Koch entra dans sa salle de briefing du renseignement de la 3e armée à 15h30 le 20 décembre, portant une confirmation qui transformerait la doctrine de contre-espionnage pour des décennies. L'analyse statistique étalée sur son bureau racontait une histoire sans précédent. L'opération Greif avait été complètement neutralisée grâce aux techniques de filtrage culturel, avec les 150 commandos allemands désormais comptabilisés par capture, morts dans des échanges de tirs ou retraites confirmées vers les lignes allemandes, avec des missions inachevées. Les chiffres représentaient plus qu'un succès tactique. Ils documentaient une révolution dans la méthodologie de sécurité. 44 infiltrateurs capturés vivants, 23 tués en tentant de s'échapper du territoire allié, et 83 qui s'étaient retirés avec succès vers les positions allemandes, mais sans avoir accompli un seul objectif de sabotage assigné. Le processus de filtrage culturel avait atteint 100% d'identification des agents ennemis, avec 98,7% de précision. Un taux de réussite que les analystes du renseignement militaire déclarèrent sans précédent dans l'histoire des opérations de contre-espionnage. L'esprit méthodique de Koch appréciait l'élégance mathématique de la solution. Les mesures de sécurité traditionnelles reposaient sur la vérification des documents, qui pouvaient être vaincus par une contrefaçon habile, ou l'observation comportementale, qui pouvait être surmontée par une formation intensive. Le filtrage culturel attaquait le problème sous un angle entièrement différent, exploitant des lacunes de connaissances qu'aucune préparation ne pouvait surmonter dans des contraintes de temps pratique. La technique avait évolué bien au-delà de la question initiale de Morrison sur le baseball en un système sophistiqué de vérification en couches. Les filtrages primaires testaient les connaissances sportives avec des questions conçues pour susciter des réponses passionnées que les agents allemands ne pouvaient pas reproduire de manière convaincante. Les filtrages secondaires examinaient la familiarité géographique à travers des enquêtes sur les coutumes locales et la terminologie régionale qui n'apparaissaient dans aucun manuel de renseignement. Les filtrages tertiaires exploraient les références culturelles qui nécessitaient une absorption inconsciente de la culture populaire américaine à travers des années d'exposition quotidienne. Les rapports de renseignement de tout le théâtre européen confirmèrent que le succès se propageait au-delà du secteur immédiat des Ardennes. Les unités du théâtre du Pacifique adaptaient les techniques de filtrage culturel pour identifier les infiltrateurs japonais qui avaient maîtrisé l'anglais mais manquaient de connaissances authentiques des variations régionales américaines. Les agents de l'Office of Strategic Services en Europe occupée utilisaient des méthodes similaires pour distinguer entre les véritables membres de la résistance et les agents de la Gestapo qui avaient étudié la rhétorique politique anti-nazie sans absorber le contexte culturel qui façonnait les mouvements d'opposition authentiques. Même les services de renseignement soviétiques,
apprenant le succès américain par les canaux diplomatiques, développait des techniques parallèles pour identifier les agents occidentaux opérant dans les territoires d'Europe de l'Est. Le principe d'authentification culturelle était en train d'être reconnu comme une percée fondamentale dans la méthodologie de contre-espionnage qui transcendait les applications nationales spécifiques. La justification statistique s'étendait au-delà des résultats opérationnels immédiats aux implications plus larges pour la théorie de la sécurité. Avant la mise en œuvre du filtrage culturel, les taux de réussite de l'infiltration allemande avaient atteint 87% pour la pénétration initiale des lignes alliées, avec 34% des objectifs de sabotage assignés étant accomplis. Après le début de l'interrogatoire culturel systématique le 18 décembre, les taux de détection des infiltrateurs grimpèrent à 89% dans les 24 heures suivant les premières rencontres au point de contrôle, tandis que les taux d'accomplissement des missions chutèrent à zéro absolu. La transformation fut si complète que les analystes du renseignement commencèrent à rédiger des rapports déclarant les opérations allemandes similaires mathématiquement impossibles en raison des exigences de vérification culturelle. Les manuels de formation affirmaient avec confiance qu'aucun agent étranger ne peut se faire passer avec succès pour un soldat américain pendant plus de 72 heures lorsqu'il est soumis à un filtrage culturel systématique. Le langage reflétait la croyance croissante que les forces américaines avaient atteint une supériorité décisive dans les capacités de contre-espionnage grâce à une compréhension supérieure des marqueurs d'identité culturelle. Koch reconnut les implications stratégiques plus larges alors qu'il compilait son évaluation finale pour le quartier général du général Patton. Le succès du filtrage culturel représentait plus qu'une innovation tactique. Il révélait des vérités fondamentales sur l'identité nationale qui pouvaient être exploitées systématiquement dans les conflits futurs. La connaissance culturelle américaine opérait sur plusieurs niveaux simultanément, des faits de surface qui pouvaient être mémorisés, aux associations inconscientes qui nécessitaient une immersion de toute une vie pour être acquises de manière authentique. L'impact psychologique sur les agents allemands capturés fournit des preuves supplémentaires de l'efficacité de la technique. Les transcriptions d'interrogatoires documentaient la détérioration mentale de commandos hautement entraînés qui se trouvaient psychologiquement vaincus par des questions sur les souvenirs d'enfance et les coutumes locales. Des hommes qui avaient été préparés à résister à la torture physique furent brisés par des enquêtes sur les rivalités sportives de lycée et les noms d'épiceries de quartier qui exposaient la nature artificielle de leurs identités assumées. Wilhelm Schmidt, l'infiltrateur le plus réussi avant sa capture, avait décrit l'expérience comme plus dévastatrice que le stress du combat. La peur constante d'être exposé par des interrogatoires culturels créait une pression mentale qui dépassait la tension de maintenir une fausse identité sous les mesures de sécurité traditionnelles. Les agents allemands commencèrent à éviter entièrement les points de contrôle américains, se piégeant effectivement dans des zones de territoire contestées en constante réduction où ils ne pouvaient ni avancer ni battre en retraite en toute sécurité. Le succès engendra une surconfiance dangereuse parmi les commandants alliés qui commencèrent à considérer le filtrage culturel comme une solution permanente aux menaces d'infiltration. Les briefings de renseignement mettaient l'accent sur l'efficacité spectaculaire de la technique, tout en minimisant la discussion des contre-mesures potentielles que les services ennemis pourraient développer. L'hypothèse que la connaissance culturelle était impossible à falsifier devint une doctrine acceptée plutôt qu'un avantage temporaire. Les officiers d'état-major rédigèrent des recommandations pour des applications de sécurité d'après-guerre qui étendraient le filtrage culturel à la vérification diplomatique, au traitement de l'immigration et à l'administration de l'occupation. La technique semblait offrir des méthodes infaillibles pour distinguer entre les Américains authentiques et les agents étrangers dans tout environnement opérationnel. Des plans émergèrent pour des programmes de formation qui disséminaient les techniques d'interrogatoire culturel dans toutes les agences de sécurité militaires et civiles. Mais même alors que les services de renseignement américains célébraient leur percée, le renseignement allemand menait une analyse systématique de chaque question culturelle utilisée au point de contrôle allié. Les documents allemands capturés révéleraient plus tard que les services de renseignement de la Wehrmacht et des SS avaient commencé à cataloguer les références culturelles américaines quelques jours après les premières détections réussies d'infiltrateurs. Chaque statistique de baseball, détails géographiques et références de culture populaire mentionnées lors des interrogatoires
étaient enregistrés et analysés pour de futures applications de formation. Les Américains avaient obtenu une victoire tactique complète grâce au filtrage culturel, mais ils avaient simultanément fourni à leurs ennemis des renseignements complets sur les processus de pensée américains et les priorités culturelles. Les questions qui avaient exposé les infiltrateurs allemands révélaient également exactement comment les Américains conceptualisaient leur propre identité culturelle, créant une feuille de route pour vaincre le système grâce à une préparation plus sophistiquée. À l'insu du renseignement allié, les camps d'entraînement allemands mettaient déjà en œuvre des programmes d'éducation culturelle améliorés basés sur des matériaux américains capturés. D'anciens prisonniers de guerre américains étaient contraints de servir d'instructeurs culturels, fournissant les connaissances régionales authentiques et les associations émotionnelles qui avaient manqué à la formation précédente. La réponse allemande systématique nécessiterait des années pour être mise en œuvre efficacement, mais les fondations étaient établies, même alors que les commandants américains célébraient leur succès de contre-espionnage sans précédent. La confiance générée par le triomphe initial du filtrage culturel s'avérerait à la fois bénéfique et dangereuse à mesure que la guerre se poursuivait. Le renseignement américain avait découvert un nouvel outil puissant pour la vérification de sécurité, mais ils avaient également enseigné à leurs ennemis les plus capables exactement comment penser à l'identité culturelle comme une arme de renseignement. La technique qui avait semblé imbattable en décembre 1944 était déjà systématiquement analysée et contrée en février 1945. La révolution dans la doctrine de contre-espionnage, qui avait commencé avec une simple question sur le baseball des Tigers de Détroit, continuerait d'évoluer longtemps après que la menace immédiate des infiltrateurs allemands eût été éliminée. La réalité sobre arriva par des câbles cryptés le 15 janvier 1945, alors que les officiers de renseignement alliés recevaient des rapports troublants d'unités soviétiques opérant le long du front de l'Est. Les infiltrateurs allemands capturés en territoire tenu par les Russes démontraient une connaissance détaillée de la culture populaire américaine qui dépassait la préparation culturelle des commandos originaux de l'opération Greif. Ces agents pouvaient discuter de statistiques de baseball avec la fluidité de fans de longue date, réciter des jingles publicitaires de programmes radio américains et fournir des détails intimes sur les coutumes régionales qui avaient précédemment exposé leurs prédécesseurs. Les implications frappèrent les services de contre-espionnage alliés comme un tir d'artillerie. Les Allemands ne s'étaient pas simplement adaptés au filtrage culturel. Ils avaient systématisé le processus d'apprentissage avec une efficacité caractéristique. Les documents capturés de la Wehrmacht révélèrent l'ampleur des efforts de renseignement culturel nazis. Des manuels de 400 pages couvrant les dialectes régionaux américains, l'histoire du sport, les personnalités du divertissement et les coutumes locales, compilés grâce à une analyse systématique de chaque question utilisée au point de contrôle allié pendant la bataille des Ardennes. Les services de renseignement allemands avaient transformé les techniques de filtrage culturel américaines en programmes éducatifs complets. Les camps d'entraînement en Pologne occupée exploitaient des environnements américains simulés où les agents allemands passaient 6 mois immergés dans des expériences culturelles américaines recréées. Les installations comprenaient des magazines américains importés datant de 1935, des équipements radio capturés diffusant des programmes américains et des recréations détaillées de quartiers américains complètes avec des meubles d'époque appropriés et des décorations régionales. Le plus troublant pour le renseignement allié fut la révélation que d'anciens prisonniers de guerre américains servaient d'instructeurs culturels involontaires dans ces installations. Des hommes capturés lors de campagnes antérieures étaient contraints de fournir les associations émotionnelles authentiques et les connaissances inconscientes qui avaient manqué à la formation allemande précédente. Ces soldats américains enseignaient aux agents allemands non seulement des faits sur la culture américaine, mais les réponses émotionnelles et les connexions personnelles qui rendaient la connaissance culturelle convaincante sous interrogatoire. L'impact psychologique sur la police militaire américaine, qui avait été pionnière du filtrage culturel, fut profond et démoralisant. Le sergent technique Morrison, dont la perspicacité sur le baseball des Tigers de Détroit avait déclenché toute la méthodologie, reçut des briefings classifiés sur les contre-mesures allemandes qui révélèrent à quelle vitesse sa percée avait été neutralisée. La technique qui avait semblé imbattable en décembre était déjà obsolète en février, forçant le renseignement américain à confronter la nature temporaire de tout avantage de contre-espionnage. La correspondance personnelle de Morrison avec sa femme,
captura le poids émotionnel de cette prise de conscience. « Je pensais que nous avions trouvé quelque chose qu'il ne pourrait jamais falsifier », écrivit-il depuis sa position en Allemagne occupée. « Il s'avère que nous avons juste trouvé quelque chose qu'il n'avait pas encore pensé à falsifier. Cela vous fait vous demander s'il y a quoi que ce soit dans le fait d'être américain qui ne peut pas être enseigné si quelqu'un est assez désespéré pour l'apprendre. » Mais des décombres de la défaite tactique émergea une transformation stratégique qui allait remodeler les opérations de renseignement pour les décennies à venir. L'adaptation allemande rapide au filtrage culturel avait involontairement validé 3 principes qui devinrent fondamentaux pour la doctrine moderne du contre-espionnage. Ces principes transcendèrent les circonstances spécifiques des opérations d'infiltration de la Seconde Guerre mondiale et établirent des fondements théoriques pour la vérification de sécurité qui demeurent pertinents dans le travail de renseignement contemporain. Le premier principe établit la connaissance culturelle comme un renseignement stratifié nécessitant une analyse systématique plutôt qu'un questionnement intuitif. Les enquêtes modernes d'habilitation de sécurité évoluent directement de cette intuition, incorporant des techniques d'évaluation psychologique qui sondent les schémas culturels inconscients plutôt que les connaissances factuelles de surface. Les entretiens d'immigration, les procédures de vérification diplomatique et les contrôles de sécurité d'entreprise retracent tous leur méthodologie à la reconnaissance que l'identité authentique nécessite une vérification plus approfondie que l'inspection de documents ou l'observation comportementale. Le deuxième principe reconnut que la tromperie réussie à long terme nécessite de vivre l'identité assumée plutôt que de mémoriser ses caractéristiques. Les agences de renseignement du monde entier mirent en œuvre des programmes de formation de couverture profonde qui exigeaient que les agents passent des années à établir des références culturelles authentiques avant le déploiement opérationnel. Le concept moderne d'immersion identitaire prolongée émergea du succès allemand à contrer le filtrage culturel américain grâce à une éducation culturelle complète plutôt qu'à une préparation superficielle. Le troisième principe établit l'évolution continue comme essentielle pour des opérations de contre-espionnage efficaces. L'adaptation allemande rapide au filtrage culturel enseigna aux services de renseignement américains que toute technique, quelle que soit son efficacité initiale, doit être constamment affinée et mise à jour pour maintenir sa pertinence opérationnelle. Les systèmes biométriques modernes, les programmes d'analyse comportementale et les méthodes d'évaluation psychologique incorporent tous ce principe de développement continu en réponse aux menaces évolutives. La transformation institutionnelle s'étendit au-delà du renseignement militaire aux agences de sécurité civile qui étaient établies pour les opérations d'après-guerre. Le Bureau fédéral d'investigation incorpora les principes de filtrage culturel dans les enquêtes de sécurité intérieure, reconnaissant que les agents étrangers opérant au sein de la société américaine pouvaient être identifiés grâce à des tests systématiques de connaissances culturelles. L'Agence centrale de renseignement, créée en 1947, construisit sa doctrine de formation fondamentale autour des leçons tirées de l'expérience de filtrage culturel de la bataille des Ardennes. Plus significativement, le succès et l'adaptation subséquente révélèrent des vérités profondes sur la nature de l'identité culturelle qui transcendèrent les applications de sécurité immédiates. La découverte américaine que l'appartenance authentique ne pouvait être simulée par l'étude seule avait des implications pour comprendre la formation de communautés humaines, les processus d'intégration sociale et les liens invisibles qui connectent les individus à des groupes culturels plus larges. Le filtrage culturel avait exposé l'universalité et l'individualité simultanée de l'expérience culturelle humaine. La connaissance partagée qui connectait les Américains les distinguait également des autres populations, créant des systèmes de vérification qui étaient à la fois inclusifs pour les membres authentiques du groupe et exclusifs pour les étrangers tentant d'infiltration. Ce paradoxe devint central dans la recherche d'après-guerre en sociologie, anthropologie et psychologie qui explora les mécanismes de formation de l'identité culturelle. La technique qui avait commencé avec la question désinvolte de Morrison sur le baseball évolua en méthodologie systématique pour distinguer entre identité authentique et fabriquée dans de nombreux contextes. Le filtrage des réfugiés d'après-guerre, le traitement de l'immigration et la vérification diplomatique incorporèrent tous des principes dérivés de l'expérience de filtrage culturel en temps de guerre. La reconnaissance que la connaissance culturelle opérait sur plusieurs niveaux simultanément devint fondamentale pour comprendre comment les communautés humaines maintiennent la cohérence
tout en restant ouverte aux nouveaux venus légitimes. L'impact durable s'étendit aux défis de sécurité contemporains qui n'émergeraient que des décennies après la fin de la guerre. Les protocoles de sécurité aéroportuaire modernes, les systèmes de vérification d'identité en ligne et les processus d'authentification des médias sociaux appliquent tous des intuitions fondamentales découvertes grâce au filtrage culturel des infiltrés allemands. Le principe que la connexion humaine authentique va plus profond que tout déguisement demeure central à la méthodologie de sécurité à une époque de capacité de tromperie technologique sophistiquée. L'histoire de l'essor du filtrage culturel dans l'adaptation illustre l'évolution perpétuelle des techniques de renseignement et de contre-espionnage. Aucune méthodologie ne reste efficace indéfiniment, mais les principes sous-jacents aux techniques réussies transcendent souvent leurs applications spécifiques. L'expérience de filtrage culturel de la bataille des Ardennes démontra que la tromperie la plus sophistiquée pouvait être vaincue grâce à la compréhension de la formation authentique de communautés humaines, même si elle révéla la nature temporaire de tout avantage tactique dans la compétition continue entre tromperie et détection. L'héritage perdure non pas dans des questions spécifiques sur les statistiques de baseball, mais dans la reconnaissance que l'appartenance humaine authentique crée des schémas de connaissances qui ne peuvent être reproduits par l'étude seule, faisant de l'identité culturelle à la fois la plus grande vulnérabilité de l'humanité et sa protection ultime contre ceux qui exploiteraient la confiance humaine par la tromperie systématique.